Point de vue pratico-pratique, même si l'exposé de Corinne Marlot juste précédemment nous a déjà bien ancré dans les pratiques professionnelles et dans les difficultés effectivement que rencontrent les enseignants. On m'a effectivement demandé de mettre un peu en perspective la question de la polyvalence des enseignants du primaire, quelles problématiques ça pose et quel lien avoir avec les modèles de formation. Alors peut-être avant de partir véritablement sur la question de polyvalence, revenir sur ce qu'est la réalité de l'enseignement des sciences à l'école, et à l'école primaire en particulier. L'enseignement des sciences, c'est une tradition qui remonte aux origines de l'école primaire, avec la fameuse leçon de choses qui a été fondée sur l'observation. Et tout ce qui a été dit précédemment sur la place de l'observation remonte peut-être aussi à cette tradition un peu historique que les sciences prenaient à l'école primaire. Dans les années 70, on a vu une nouvelle voie qui s'est ouverte avec des activités d'éveil. On n'était plus là dans la leçon, mais on était dans des activités d'éveil. Et sans doute le tournant le plus important, ça a été en 95 avec effectivement la main à la pâte, qui a véritablement mis au cœur de la pratique enseignante la question de la démarche d'investigation, qui du coup s'est adossée à l'interdisciplinarité et qui a donné une nouvelle impulsion à l'enseignement des sciences, en tout cas à la façon de la concevoir. Ça, c'est quelque chose qui est paru de façon très prégnante dans la pédagogie dans les classes. Pour la première fois, effectivement, on s'est demandé comment les élèves allaient être amenés à se questionner, à faire des hypothèses, à mener des expériences, à garder des traces en les structurant. C'est le rôle du cahier d'expérience qui a été développé. En 2000, on a eu le plan de rénovation de l'enseignement des sciences et de la technologie à l'école, le PREST, qui a voulu généraliser cette démarche d'investigation avec effectivement la volonté de changer la pédagogie en s'appuyant sur le questionnement des élèves, en construisant des problématiques scientifiques avec de l'argumentation. On a eu un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, la création de centres et de personnes ressources, avec de la formation d'enseignants, de conseillers pédagogiques, d'IEN, et avec des priorités mises également dans les plans départementaux de formation continue. Avec aussi, dans certaines circonscriptions, se sont développées finalement des ressources pédagogiques pour les enseignants, du matériel pédagogique mis à disposition des enseignants. Alors les programmes de 2002, ils ont repris toutes ces préconisations et ils ont même proposé des documents d'accompagnement très précis, très détaillés, qui ont été des véritables outils, d'abord au cycle 2 et 3, puis ensuite même pour l'école maternelle. Donc il y a véritablement une volonté là finalement de fournir un matériau pédagogique pour les enseignants pour mettre en œuvre cette démarche d'investigation. Alors le constat, il a été encourageant au départ, puisqu'en 2003, l'activité expérimentale, le constat qui est fait, elle est pratiquée par près de 70% des élèves de cycle 3. Le cahier d'expérience, il est mis en place pour plus de 44%. Et on a vu notamment les questions de transversalité comme la maîtrise de la langue, mieux mise en jeu à travers les traces écrites, l'argumentation à l'oral, la lecture documentaire, les liaisons expressions écrites et informatiques. Alors après, effectivement, entre ce constat, on va dire, un peu formel et puis les véritables questions de mise en pratique, il y a un écart avec un certain nombre de problématiques qui se sont posées. Mais on a eu... En 2005, on a constaté effectivement un recul, enfin, je dirais pas forcément un coup d'arrêt, mais en tout cas un tournant qui s'est profilé dans la place qu'occupait l'enseignement des sciences à l'école, avec le recentrage sur les apprentissages fondamentaux et avec une conception, là on parlait de la démarche d'investigation, là on est passé dans une démarche complètement inverse où on mettait en avant les démarches d'appropriation mécanique et la répétition à travers les exercices d'entraînement. Donc on a finalement opéré un glissement là dans la conception même de l'apprentissage en général, pas que dans l'apprentissage des sciences, mais dans les conceptions même de l'apprentissage en général. Et c'est rentré effectivement donc en très forte contradiction avec la démarche d'investigation. Alors dans les programmes de 2008, la démarche d'investigation a été reprise. Cependant, ça a été dit tout à l'heure, les horaires ont été vus à la baisse. 81 heures annuelles pour la découverte du monde en cycle 2, 78 heures en cycle 3. Finalement, effectivement, pour laisser du temps à la démarche d'investigation, on voyait bien que là, on était particulièrement contraint et avec toutes les difficultés sur la mise en œuvre qui en découlent. Donc le repli qu'on a pu observer sur les fondamentaux et sur ce qui est à évaluer a lui aussi parfois contribué à une difficulté à retrouver du temps.
parce qu'il y avait un certain nombre de prescriptions quand même très fortes, effectivement, sur l'acquisition des fondamentaux, qui ont éloigné effectivement cette volonté de prendre le temps pour construire des démarches d'investigation. Alors des évolutions sont aujourd'hui nécessaires, et je pense que le colloque aujourd'hui que vous organisez, il va permettre aussi d'ouvrir des pistes, de proposer des voies, parce que même si le dispositif la main à la pâte continue à être utilisé dans les écoles, nous au SNUPP, nous avions continué à mettre à disposition des enseignants et à insister pour que les enseignants continuent à s'appuyer sur ce dispositif, continuent à utiliser les documents d'accompagnement qui avaient été produits, même quand les programmes ont été rénovés. Mais il faut effectivement aller au-delà, réinterroger l'enseignement des sciences avec pédagogie et sans incantation, et de façon à ce que la part des sciences à l'école, qui est encore très minorée, puisse effectivement se développer. Alors, avec la redéfinition aujourd'hui du socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui est engagée, l'analyse des programmes, selon nous, elle devrait effectivement ouvrir la discussion sur les principes généraux de cette découverte et initiation aux sciences et techniques, et préciser les activités incontournables que tous les élèves doivent rencontrer à l'école afin de permettre leur extension au collège. Parce qu'il s'agit bien effectivement de ne pas former des scientifiques dès l'école primaire, mais effectivement de s'approprier un certain nombre de savoirs et d'entrer dans cette démarche d'investigation. Il s'agit donc de bien préciser cet enseignement scientifique et technologique à l'école, c'est-à-dire sans être une juxtaposition des réductions de chacune des disciplines identifiées au collège. C'était le débat que l'on avait tout à l'heure sur effectivement enseigner les sciences ou enseigner la technologie, enseigner la physique ou enseigner le SVT. C'est effectivement ne pas être dans une réduction, mais bien dans quelles sont les connaissances fondamentales à l'école primaire qui vont permettre effectivement de poursuivre cette acquisition au niveau du collège. Alors, moi je voulais revenir aussi sur la question des difficultés que rencontrent les enseignants. Nous avions mené une sorte d'enquête dans les écoles au moment de l'évaluation des programmes de 2008 sur les difficultés que rencontraient les enseignants dans les différents enseignements. Et en sciences, on retrouve ce que Corinne Marlot a présenté tout à l'heure, le travail de l'IFE pour le second degré. Finalement, on retrouve les mêmes préoccupations, les mêmes difficultés dans le primaire, avec un constat partagé de surprescription des buts et de sous-prescription des moyens. Ça, c'est quelque chose qui revient très fortement. Parce qu'effectivement, ce qui ressort de notre enquête, c'était que le travail en petits groupes, par exemple, était difficile à mener, car les élèves sont trop nombreux, que l'enseignant est seul dans sa classe et que c'est extrêmement difficile de gérer les expériences, de mener le questionnement. Avec un groupe classe entier, c'est extrêmement compliqué. Les enseignants mettent parfois, les collègues mettaient parfois en avant le fait que quand ils avaient des interventions, notamment des maisons des sciences, ils nous disaient régulièrement, mais c'est plus facile parce que finalement on est à plusieurs et on peut effectivement développer de façon beaucoup plus facile la mise en œuvre d'expérimentation, la possibilité de s'attacher à des petits groupes et effectivement de voir avec eux comment faire évoluer leur expérience, comment finalement mener l'observation, sans être effectivement à les livrer à eux-mêmes une fois qu'on a mis l'expérience en route et que finalement on laisse les élèves livrer à eux-mêmes. Donc ça, c'est ressorti assez fortement. Des questions aussi matérielles. La préparation du matériel est perçue comme souvent laborieuse, compliquée, avec parfois une difficulté à préparer des séances en présentiel, du matériel trop pauvre, très souvent un manque de matériel. Et effectivement, ce qui était dit tout à l'heure, quand une représentation émerge, est-ce qu'on a finalement à disposition suffisamment de matériel pour permettre à partir d'une hypothèse qui est proposée par les élèves, d'en mener jusqu'au bout l'expérimentation, d'aller vérifier. Et très souvent, c'est aussi un des facteurs qui fait que les enseignants ont tendance à finalement fermer les propositions possibles pour ne pas être dans l'impossibilité finalement d'aller jusqu'au bout de la démarche. Donc voilà, une difficulté liée à des questions matérielles et un problème de temps, ça revient de façon extrêmement récurrente. Et aussi des enseignants, là c'est plus le côté effectivement peut-être épistémologique, qui ne se sentent pas suffisamment accompagnés dans la mise en œuvre
parce que ils considèrent ne pas avoir été suffisamment formés. Alors en formation initiale, mais même en formation continue, ils ont finalement très peu accès à de la formation continue, et les plans de formation continue sur le volet sciences est souvent très pauvre. Et les enseignants aussi ont beaucoup d'appréhension à mener ces activités. Ils ont un sentiment d'insécurité multiple, à la fois parce qu'on n'est pas dans la conception classique, on va dire, traditionnelle du groupe classe. On est amené à travailler en petits groupes, on est amené à manipuler, à expérimenter. Et puis aussi parce que les enseignants ont un sentiment de manque de connaissance des concepts scientifiques sous-jacents et qu'ils se sentent effectivement en difficulté de pouvoir argumenter eux-mêmes, de pouvoir apporter des connaissances nécessaires à un moment donné pour pouvoir faire avancer la démarche. Donc ça, ce sentiment d'insécurité, il est également très prégnant. Alors à l'inverse, les réussites que l'on constate, elles sont souvent individuelles ou liées à un contexte particulier. On rencontre des enseignants innovants qui utilisent un certain nombre d'outils, des médias, qui utilisent beaucoup effectivement le numérique, les TBI, pour faciliter finalement la recherche. On a des cadres d'échange de services qui favorisent aussi ces réussites. Quand on est effectivement dans une école où il y a une dynamique de mise en commun des compétences et qu'effectivement on peut s'appuyer sur les compétences des uns et des autres, on voit que là, les réussites sont beaucoup plus importantes. Quand il y a un travail en lien avec des centres de ressources, des partenaires, des écoles, des élèves d'écoles d'ingénieurs, on voit qu'il y a une très forte dynamique qui se met en place à ce moment-là. Ou lorsqu'en éducation prioritaire, on a l'apport d'enseignants supplémentaires qui permet effectivement de donner un peu de respiration dans la classe pour pouvoir différencier davantage ces pratiques. Alors ici ou là, on a aussi des circonscriptions qui mettent l'accent sur la démarche d'investigation et qui font l'effort de fournir aux enseignants du matériel, des mallettes, on voit dans un certain nombre de circonscriptions des mallettes sciences qui sont mises à disposition donc, des équipes et qui permettent effectivement non seulement d'apporter le matériel, mais bien souvent aussi apporter des pistes pédagogiques avec. C'est rarement simplement du matériel fourni. On a avec ce matériel un certain nombre de pistes pédagogiques qui en tout cas engagent les enseignants à oser entrer dans la démarche, même si ça ne veut pas dire forcément qu'ils parviennent à aller jusqu'au bout, mais en tout cas, ça leur permet déjà d'oser et de commencer à se questionner par rapport à leur pratique. Alors, ce constat, en fait, il met quand même il met quelque chose en évidence, c'est qu'il y a un manque de vécu physique des sciences à l'école, de manipulation dans les classes. On a des exemples parfois simples. On pourrait dire qu'on ne descend plus dans la cour pour estimer des longueurs, par exemple. On n'utilise plus de bassines d'eau avec des récipients pour travailler sur les contenants. Et on a parfois même de façon plus inquiétante des problèmes qui sont traités comme des problèmes mathématiques, par exemple d'opération, alors qu'ils pourraient être traités comme des problèmes, par exemple, de grandeur si on regarde le travail qui est fait autour des mesures, des volumes, on l'aborde très souvent sous l'angle purement mathématique et peu finalement sous l'angle des sciences. Alors l'ADEP avait fait 4 propositions pour effectivement redonner de la place à l'enseignement des sciences. C'était réaffirmer l'importance de la formation continue par rapport au constat qui était fait précédemment, mais en la ciblant à travers des objectifs, des modalités précises, un public ciblé et également l'implication des formateurs de terrain. Parce qu'on a également à ce niveau-là et dans les circonscriptions finalement des ressources insuffisantes pour accompagner les enseignants. Et puis apporter de la compétence dans les circonscriptions, donc c'est ça effectivement, apporter de la compétence dans les circonscriptions, et également porter un regard critique sur les manuels. Parce que très souvent, quand on est en difficulté par rapport à cet enseignement, on a tendance effectivement à s'appuyer sur une progression de manuels qui ressemble plus finalement à de la leçon transmissive, mais qui pourrait effectivement, si on avait déjà une première lecture de ces manuels, qui permettrait d'avoir peut-être d'autres formes de questionnement dans la classe, même sans forcément rentrer complètement dans la démarche d'investigation, mais en tout cas se questionner par rapport au contenu des manuels. Alors, ces constats-là qui sont faits autour de l'enseignement des sciences, ils mettent en évidence que les disciplines elles ne sont pas investies de la même manière à l'école primaire. Là, ça aborde la question, la problématique plus large de la polyvalence des enseignants.
Et on sait que celles qui sont minorées à l'école primaire sont essentiellement celles que les enseignants ont eux-mêmes peu rencontrées dans leur parcours scolaire. Or, ce qui vient d'être montré tout à l'heure par Christian Orange, c'est que les filières scientifiques sont peu investies par les étudiants qui se destinent au métier d'enseignant du primaire. Donc, on voit bien là qu'on retombe sur la problématique finalement d'un enseignement qui risque effectivement d'être minoré à l'école primaire. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que la formation universitaire et la façon dont sont organisés les cursus jouent aussi sur le profil de l'enseignant polyvalent. En particulier parce que la formation universitaire, elle est essentiellement structurée en disciplines. Or, l'enseignant, lui, il est censé être polyvalent et aborder l'ensemble de ces disciplines. Donc, on a effectivement un décalage souvent entre le cursus de formation et finalement la compétence professionnelle qu'on attend derrière de l'enseignant du primaire. C'est donc un élément à prendre en considération dans la conception que l'on a de la polyvalence du métier d'enseignant et dans la formation que l'on conçoit derrière pour être en capacité d'enseigner dans tous les domaines. Un exemple sur le schéma de formation, sur par exemple les mémoires professionnelles. Alors, essentiellement les mémoires professionnelles de l'IUFM, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de recul pour l'instant sur les mémoires de master, mais sur les mémoires professionnelles dans les IUFM, on constatait qui devaient être effectués dans le cadre de la formation, privilégiaient essentiellement une approche disciplinaire ou didactique sur un domaine très spécifique. Et finalement, ils abordent peu les questions d'interdisciplinarité et de comment, effectivement, un problème dans une discipline donnée peut être transposé à l'ensemble des disciplines. Or, le constat que l'on fait quand on regarde quels sont les principaux problèmes que rencontrent les enseignants débutants, c'est que ce sont essentiellement des problèmes de discipline, de gestion de classe, de gestion du temps pour assurer tous les enseignements, et également de prise en compte de l'hétérogénéité des élèves. Et là, on voit que la formation initiale parfois a du mal à anticiper ces problématiques professionnelles et en tout cas à articuler ces questions disciplinaires avec cette problématique de la polyvalence du métier. Alors on a quand même l'impression que l'institution, elle valorise ce principe de la polyvalence, mais que finalement, elle propose des dispositifs qui ne permettent pas qu'elle soit effective. Ça a été abordé là dans les maquettes de master. J'y reviendrai un petit peu après, effectivement, mais sur tel que sont conçues les formations dans les SP et tel qu'est aussi envisagé le concours, on voit bien que la polyvalence, elle va être extrêmement difficile à mettre en œuvre si l'on ne s'appuie que sur cette formation initiale, si l'on en reste à uniquement cette formation initiale. Et donc, on a un paradoxe de la polyvalence qui vient du fait que c'est un principe auquel, y compris les enseignants du primaire, sont très fortement attachés. Ils ne souhaitent pas être considérés comme spécialistes d'une discipline, mais ils sont attachés à cette conception même du métier parce qu'ils ont affaire à un élève dans sa globalité sur toute la journée et qu'effectivement, il a le souhait de pouvoir moduler effectivement sa pratique et les différents enseignements. Mais en même temps, il sait que c'est quelque chose qui va être extrêmement difficile pour lui à mettre en œuvre. Et c'est quelque chose souvent qui est vécu comme une souffrance professionnelle parce que difficulté à faire face à toutes les injonctions qui sont posées, au calendrier et aux horaires scolaires qui effectivement obligent à mettre parfois des priorités sur certains enseignements, et cette volonté finalement de rester polyvalent dans sa pratique. Donc il faut apporter des réponses différentes, ça c'est une nécessité. Alors peut-être avant de se questionner sur quelles pistes on pourrait aborder pour avoir des réponses différentes à cette question de polyvalence, c'est de revenir même sur ce que veut dire la polyvalence, parce que finalement, elle est réaffirmée régulièrement dans les textes, elle a été posée dans la loi d'orientation de 89, elle est reprise dans tous les textes officiels, mais elle revêt une pluralité de sens. Alors je me suis appuyée sur ce qu'avaient écrit Éric Prérat et Éric Tornaz en 2000, qui avaient finalement décrit quatre façons d'entrevoir la polyvalence. C'est tout d'abord une maîtrise professionnelle de l'ensemble des disciplines ou des domaines à aborder à l'école primaire. Donc là, il s'agit de pluridisciplinarité, finalement en opposition à la spécialisation qui caractériserait de l'expertise dans une discipline. Mais ils la définissent aussi comme la capacité à instaurer des liens entre les disciplines. Et donc là, c'est plus la notion d'interdisciplinarité, le côté finalement horizontal qui prévaut dans ce cas. Et là, c'est
de façon à concevoir une mise en cohérence des apprentissages, cette interdisciplinarité, pour donner du sens à l'acte d'apprendre. On a aussi une conception d'un apprentissage qui contribuerait à développer chez l'élève des compétences transversales. Et là, la discipline ne représenterait pas une fin en soi, elle serait au service d'acquisition d'outils, de ressources mobilisables pour des objectifs de formation ultérieure. Et la notion de transdisciplinarité est ici en mesure de décrire une polyvalence de l'enseignement du primaire aussi. Mais on parle aussi de polyfonctionnalité chez les enseignants, parce que l'enseignant se trouve très fréquemment amené à exercer d'autres fonctions que celui qu'il assume avec ses élèves devant sa classe. Il doit travailler en équipe au sein de l'école elle-même, mais aussi établir des liens avec les différents partenaires, en premier lieu les parents d'élèves, qui sont les premiers partenaires de l'école, mais également de plus en plus les élus des collectivités locales, les associations, les structures médico-sociales. Alors, on a tout un ensemble, tout un panel de partenaires auxquels l'enseignant est de plus en plus amené à avoir des échanges, à travailler avec, à se confronter. Et là, on est dans différentes fonctionnalités du métier. Et enfin, une autre forme de polyvalence est-elle liée aux conditions d'exercice même du métier et à la structure même de l'école. Là, on pourrait parler de poly-intervention, puisqu'on décrit l'intervention du maître sur plusieurs niveaux, qui va de la petite section, toute petite section de maternelle, jusqu'à la fin du cycle 3, avec effectivement des particularités à chaque tranche d'âge et des profils d'élèves, et même une organisation de l'école entre la maternelle et l'élémentaire, qui fait que l'intervention diffère énormément entre les différents niveaux auxquels on se retrouve. Donc effectivement, on peut dire que si la polyvalence des enseignants du premier degré, elle est réaffirmée, revendiquée régulièrement, la polyvalence réelle, elle diffère sensiblement de la polyvalence formelle. Et l'institution définit une professionnalité enseignante qui dépasse le seul cadre de la classe. Donc cette réalité pose effectivement la question de la prise en compte plus large de la polyvalence dans la formation des enseignants. Alors effectivement, le métier, il est, on l'a dit, de plus en plus complexe. Alors pour le SNUPP, nous, il y a une des réponses en tout cas que l'on peut trouver dans ce qu'on appelle la polyvalence d'équipe. Il faut effectivement permettre à tous les élèves une meilleure qualité, permettre que tous les élèves aient une meilleure qualité d'enseignement. On l'a vu dans la formation telle qu'elle est conçue actuellement, elle ne permet pas à un fonctionnaire stagiaire ayant fini sa formation, validé, obtenu son concours, validé son master, validé son stage. On sait bien qu'il n'est pas en capacité, et même sur les années qui suivent, et même tout au long de la carrière, on voit bien qu'on n'est pas en capacité d'enseigner de la même manière, et en tout cas avec une même expertise, l'ensemble des domaines disciplinaires de l'école primaire. Et donc il faut y apporter une réponse malgré tout de qualité. Donc les écarts entre finalement les exigences et le peu de ressources fournies aux enseignants sont renforcés actuellement par le fait que c'est un métier extrêmement solitaire. On est toujours sur le schéma d'un enseignant seul dans sa classe pendant une année avec son groupe d'élèves qui en plus avec des effectifs qui sont de plus en plus importants, donc une difficulté également à individualiser et à prendre en compte l'hétérogénéité. Donc il faut apporter peut-être une réponse plus collective à cette problématique-là. Donc c'est un développement de savoir-faire collectif qui nécessite donc du travail en équipe dans le cadre professionnel en sortant de ce fonctionnement figé. Alors on a dans l'organisation même de l'école, là pas du côté de la formation mais dans l'organisation de l'école, des dispositifs qui vont permettre d'aller vers cette conception-là. C'est notamment le plus de maîtres que de classes qui se met en place cette année. Pour nous, c'est un véritable levier de transformation du métier. C'est une revendication forte du SNUPP historique depuis sa création, effectivement, de travailler autrement en équipe avec des enseignants supplémentaires qui permettent de davantage différencier les pratiques, dissocier les groupes classes, avoir des temps aussi de travail en équipe, de concertation, puisque l'idée de mettre en place un plus de maîtres que de classe, c'est aussi de permettre de décrocher le temps enseignant du temps élève. Actuellement, l'enseignant est 24 heures en classe devant ses élèves, plus il a 108 heures annualisées pour de la concertation, de la formation. Et finalement, il passe essentiellement tout son temps devant les élèves avec très peu de temps de recul possible, et notamment de partage avec les collègues de l'école, avec les autres enseignants, finalement de mutualisation des pratiques.
On a très peu de mutualisation des pratiques. La seule manière finalement d'acquérir de nouvelles pratiques, c'est soit de s'auto-former, ce que font beaucoup les enseignants du primaire, soit de participer à la formation continue quand ils ont la chance d'y avoir accès. Et finalement, cette mutualisation des pratiques, elle n'existe pas dans notre métier. Alors que de l'innovation foisonne dans les écoles, des expérimentations, des pratiques différenciées existent, mais finalement on ne les partage que très peu. Donc ça c'est une première réponse effectivement qui permettrait d'aller vers cette polyvalence d'équipe. Hein. Donc c'est un dispositif qui permet de travailler autrement avec plusieurs classes, de faire varier les effectifs, de diversifier les dispositifs d'apprentissage, de décloisonner, et de prendre le temps de préparer une activité plus ambitieuse, mais aussi de rencontrer les partenaires. Hein. Je parlais tout à l'heure des liens qu'il y avait avec les partenaires extérieurs. Quand les enseignants en sciences, par exemple, travaillent avec des élèves d'écoles d'ingénieurs, ils le font pour beaucoup. La préparation se fait sur le temps personnel. Donc là, il faut véritablement un engagement et une motivation de la part des enseignants, effectivement, pour rentrer dans ces démarches-là, parce qu'elles demandent un investissement personnel extrêmement fort. Donc, dans une autre configuration, dans une autre conception du fonctionnement du travail enseignant, permettrait effectivement de redonner du souffle, redonner un peu d'espace pour mutualiser les pratiques. Alors, bon, actuellement, on est plutôt satisfait que ce soit inscrit dans la loi d'orientation, qu'à la rentrée, ce soit mis en place, mais il est vrai que 7000 postes, pour l'instant, qui sont alloués sur les 5 années à venir, on sait que ça va être assez insuffisant pour que ça ait de la portée sur la transformation du SNUPP, la transformation que nous, le SNUPP, on demande. Donc, il va falloir effectivement approfondir cette piste, en tout cas y mettre peut-être davantage de concret, et pas simplement des postes, mais de dire quelle signification, quel sens ça a dans la pratique professionnelle, pour qu'effectivement on puisse le valoriser. Et effectivement laisser toute sa place à l'élaboration, à de nouveaux projets et à l'innovation. Alors, il faut aussi outiller les équipes parce qu'elles n'ont pas la possibilité de prendre du recul et évaluer leurs nouvelles pratiques. Et donc là, c'est véritablement sur la question de la formation. Alors, la formation initiale, ça a été abordé précédemment, mais on insiste aussi sur la formation continue des enseignants, ne serait-ce que parce que, en particulier en sciences, hein, les connaissances évoluent. Donc, il faut effectivement se réapproprier régulièrement les travaux de la recherche, et sans formation continue, pour les enseignants, il n'est absolument pas possible de l'effectuer. Donc, aborder la question de la formation continue et remettre peut-être remettre en œuvre ce qui se faisait encore il y a une dizaine d'années, un certain nombre de recherches-actions en lien là avec les SP, qui vont pouvoir peut-être redynamiser ces méthodes, parce qu'effectivement, on l'avait beaucoup dans le primaire avec les IREM, on avait effectivement une démarche de recherche-action dans les écoles avec les enseignants qui permettait véritablement une vraie plus-value dans la pratique professionnelle. Donc là, peut-être que c'est aussi une piste, nous, qu'on considère qu'il faut aller travailler avec les SP pour que effectivement la recherche-action reprenne sa place dans les écoles et qu'effectivement la recherche alimente la pratique professionnelle, parce qu'on a un métier extrêmement éloigné, extrêmement distancé des travaux de la recherche. Et puis également, donc, le travail en équipe, puisque le travail en équipe, pour nous, c'est véritablement un levier pour améliorer les pratiques professionnelles. Il doit permettre aux enseignants, effectivement, de reprendre la main sur leur métier, puis de diminuer le stress et le sentiment d'isolement, le sentiment de ne pas être capable, de ne pas oser ou de mal faire, qui souvent met des freins à des pratiques qui seraient peut-être beaucoup moins traditionnelles. Ce que disait Corinne Marlot tout à l'heure, c'est que finalement, entre la représentation que l'on a et finalement la réalité de la pratique, il y a souvent un écart, mais parce qu'il y a aussi ce sentiment d'insécurité, d'instabilité qui est très présent et qui fait que les enseignants très souvent n'osent pas finalement, alors qu'ils ont bien l'idée que leur pratique pourrait évoluer, pourrait différer. Donc ça, c'est quelque chose à travailler. Un cadre donc doit être défini, qui doit préciser les temps, les espaces, les objets de travail, comme les modalités de formation et d'accompagnement, tout en laissant un certain espace de liberté pédagogique aux équipes, parce que sans cet espace de liberté, effectivement, on n'arrivera pas à dynamiser le travail d'équipe.
Et donc, également, en mettant en lien avec la formation et la recherche, c'est ce que je disais, la place de la recherche-action, qui doit, et l'accès aux avancées, notamment en sciences de l'éducation, qui doivent vraiment devenir accessibles pour les enseignants. Alors évidemment, travailler en équipe, ça ne s'improvise pas. Et les formations initiales comme continues doivent intégrer cet aspect-là du métier. Parce que très souvent aussi, c'est quelque chose, on l'a constaté dans la formation initiale à l'IUFM, mais je pense qu'on va retrouver ça à nouveau à l'ESP avec effectivement le côté chronophage et puis la place que prend... oui, c'est bon, 2 minutes, la préparation concours. Donc, on voit bien qu'effectivement, là, il y a un travail aussi à effectuer au sein de la formation des enseignants sur qu'est-ce que c'est que travailler en équipe et finalement, comment on construit des savoirs collectivement. Donc, c'est une des pistes aussi à aborder. Alors, sur la formation, sur les contenus de formation, dans l'ESP, on voit que l'ESP, la réforme de la formation telle qu'elle a été conçue, elle veut se baser sur une construction de compétences professionnelles à partir du développement de situations de formation en alternance. Nous, on considère que pour que cette transformation des connaissances acquises en savoir professionnel elle se fasse, il faut qu'elle s'appuie d'une part sur une alternance de stages et de temps de réflexion sur l'action, donc avec ce qu'on appelle l'analyse réflexive des pratiques, mais un retour important en formation initiale aussi, avec des contenus de formation. Et là, l'articulation entre les savoirs et l'action est souvent source de malentendus, de critiques parfois souvent acerbes dans les bilans d'évaluation des formations. Et on voit que les savoirs prédictifs qui ont été acquis par les étudiants ou les stagiaires, ils ont du mal à se transformer en savoirs d'action. Mais la difficulté que l'on constate, c'est que finalement, l'organisation de la formation, notamment en Master 2, avec un mi-temps en stage en responsabilité, il ne va pas permettre effectivement ce travail d'analyse réflexive, de retour et d'appropriation de savoirs disciplinaires qui vont alimenter également la pratique. Donc effectivement, le schéma de formation, pour nous, il est à revoir. En tout cas, en particulier sur l'année de Master 2, qui doit diminuer le temps de stage pour que ce soit véritablement un stage de formation et non pas comme ça l'est pour l'instant aujourd'hui. D'abord, un moyen d'enseigner, les stagiaires sont quand même comptabilisés comme des moyens d'enseignement. Il faut qu'ils redeviennent effectivement stagiaires. Donc pour nous, il faudrait qu'ils soient inscrits administrativement à l'ESP et non pas nommés sur des postes, mais bien inscrits à l'ESP pour que ce temps de formation redevienne, ce temps de stage redevienne un temps de formation avec de l'analyse réflexive, parce que c'est là effectivement où l'on va permettre de prendre du temps et du recul pour comprendre les dilemmes pédagogiques qui peuvent se jouer et faire le chemin entre effectivement les savoirs prescriptifs et ce qu'on est en capacité de mettre en pratique dans la classe. Alors, pour nous, les objectifs de formation, ils doivent être clairement définis pour former des enseignants réflexifs. Ils doivent intégrer différents domaines, c'est-à-dire la dimension disciplinaire, la dimension didactique et pédagogique, la dimension de recherche qui doit être davantage valorisée. Là, les maquettes de master montrent que la place de la recherche, elle est beaucoup trop limitée dans la formation des professeurs. Et la connaissance aussi du développement de l'enfant, le développement cognitif, psychologique, affectif, qui joue énormément aussi, qui sont une variable extrêmement importante entre effectivement la conception de la façon dont on va concevoir une pratique, une séance, et puis ensuite ce qui va réellement se dérouler dans la classe. Il faut qu'on ait ces éléments de connaissance du développement de l'enfant pour effectivement aussi savoir ajuster ses pratiques. Donc ça fait partie effectivement des éléments incontournables de la formation. Et puis évidemment la connaissance institutionnelle aussi du système éducatif, de la diversité de l'environnement social. Et enfin les connaissances éthiques. Et là on rejoint ce qui est sous-tendu dans l'enseignement des sciences, avec les valeurs de l'école, la laïcité, la lutte contre les discriminations, qui doivent aussi faire partie de la formation. Alors, très rapidement, je reviendrai sur les plans de formation que l'on a dit que nous, on considère effectivement beaucoup trop chargés, qui ont tendance à entraîner une dispersion quant au contenu et un affaiblissement pour les stagiaires comme pour les SP. Donc, il est indispensable pour nous de revenir sur une hiérarchisation des contenus en proposant des dominantes de formation, parce que c'est effectivement dès la formation initiale qu'il faudrait envisager des dominantes de formation et ne pas essayer absolument de faire acquérir tous les domaines. On voit bien en plus qu'avec le schéma de concours, avec seulement 4 épreuves, parce qu'il y a aussi le fait que les concours ont été réduits aussi
pour des raisons budgétaires. Donc le fait que tous les domaines ne soient pas abordés n'est pas seulement un choix effectivement purement didactique ou pédagogique, mais également un choix budgétaire qui fait que effectivement les étudiants peuvent ne pas être amenés à aborder une discipline qu'ils seront amenés à enseigner ensuite parce que l'épreuve du concours n'y est pas. Donc il faut effectivement penser différemment la formation à travers des dominantes, et y compris même dans les épreuves de concours, revoir les épreuves de concours, quitte à ce qu'on avait pendant un moment avec des épreuves avec une majeure, une mineure, avec déjà des premiers éléments effectivement de connaissance d'un plus grand nombre de disciplines, mais avec une dominante sur une discipline en particulier. Et donc ça veut dire effectivement revenir aussi sur les épreuves de concours. Et puis ensuite, s'adosser à l'accompagnement à l'entrée dans le métier. Parce que pour nous, on considère que la formation initiale ne peut pas s'arrêter à la fin du Master 2. Elle doit se poursuivre, notamment avec une première année, nous, que l'on souhaiterait à mi-temps, cette fois-ci. C'est pas l'année de Master 2 qu'on souhaiterait à mi-temps, c'est la première année d'entrée dans le métier, avec des retours en formation, où là, en plus, avec une première expérience pratique, ça permet effectivement aux jeunes enseignants d'avoir davantage de recul et d'être plus en capacité, finalement, de problématiser ces pratiques. Donc ça serait dans un cursus beaucoup plus long, effectivement. Et puis ensuite, il y a toute la partie autour de la formation continue. Et enfin, je pense qu'il y a un dernier point qui serait intéressant de développer, c'est de dégager des temps de concertation pour les équipes de formateurs, afin justement d'éviter le cloisonnement des disciplines, de savoir dans les différents domaines, finalement, quels sont... comment effectivement l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité peut se construire, y compris dans la formation initiale. Voilà, je n'irai pas plus loin dans ma présentation.